Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous préférer, bienvenue dans cette édition d'information. Donc voici les principales articulations. Les avocats portent leur soutien aux huissiers de justice en débrayage et conséquences. Plusieurs audiences ont été reportées. Les cours et tribunaux de Conakry sont restés fermés le lundi 19 avril 2021. La Guinée multiplie ses actions de lutte contre le coronavirus dans le pays. Ce dimanche, elle a enregistré l'arrivée de son 4e type de vaccin contre le Covid-19. Il s'agit de 300 000 doses de vaccin Sinovac achetées par le gouvernement guinéen à près de 3 millions de dollars américains. Dans la rubrique Notre angle de ce lundi, vous le savez, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a recalé cette année plus de 20 000 dossiers de candidatures déposées pour les examens nationaux session 2021 à Mamou. C'est une soixantaine de faux diplômes qui ont été détectés par l'inspection régionale de l'éducation. Vous aurez les détails dans ce journal. C'est tout pour les titres de développement. C'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué conjoint du ministère de la Sécurité et celui du Transport. Pour la mise en œuvre du communiqué signé conjointement le 13 avril 2021 par les ministres en charge des Transports et celui de la Sécurité et de la Protection civile, l'interdiction de circulation des gros porteurs dans la ville de Conakry est modifiée ainsi qu'il suit. Les matins de 5h00 à 8h, les soirs de 16h à 18h30. Par dérogation à ces dispositions, les véhicules de transport d'hydrocarbures sont autorisés de circuler de 8h à 18h30. Tout contrevenant aux présentes mesures, il faut le rappeler, sera sanctionné conformément aux dispositions en vigueur dans le pays. La direction centrale de la police routière est invitée à prendre toutes les dispositions adéquates pour le respect des présentes mesures. Conakry, le 19 avril 2021, signé ministère de la Sécurité et de la Protection civile Albert Damantan Camara et le ministre des Transports Dr Mohamed Keita. Nous continuons cette édition d'information. Je lisais dans les titres, les avocats portent leur soutien aux huissiers de justice de la grève illimitée, des avocats en solidarité avec des huissiers de justice en débrayage depuis une semaine. Maintenant, nos reporters Mariam Fodé Camara et Yacouba Traoré ont fait un tour dans les tribunaux de Mafanko et de Dixine. Voici leur compte rendu. Au tribunal de première instance de Mafanko ce lundi, par l'ombre d'une audience, conséquence de la grève illimitée déclenchée par les huissiers de justice. Tous les procès ont été reportés sine die. Nous avions programmé une audience correctionnelle qui portait sur plusieurs dossiers, dont les dossiers informés, les citations directes et les flagrants délits. Donc, puisque la plupart de ces dossiers, il y a des avocats qui sont constitués. Donc, si les avocats ne viennent pas, nous ne pouvons pas vraiment tenir l'audience. Parce qu'il est nécessaire que les avocats qui sont constitués par ces prévenus assistent leurs prévenus à la barre. Donc, si les avocats sont en grève, ça met un peu le tribunal en retard par rapport au programme d'audience. Autre conséquence, ce sont ces détenus qui vont devoir attendre d'être jugés. Pour le procureur, les grévistes ont tout l'intérêt de négocier avec le pouvoir judiciaire. Je leur prie, à cause, même pas à cause des magistrats, mais à cause de leurs clients qui sont en train de peiner dans les geôles, dans les prisons. Je leur invite à suspendre leur grève et chercher à négocier avec le pouvoir judiciaire. Du tribunal de Mafanko à celui de Dixine, le mot d'ordre de grève a été strictement respecté. Au département de la justice, un cadre de dialogue piloté par le secrétaire général du ministère a été ouvert et devra aboutir à un projet de texte portant les griefs soutenus par les huissiers.
Dans un courrier, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire a saisi le secrétariat général des affaires religieuses pour une fermeture temporaire des cimetières de Bambeto et de Cap-au-Rail, ceci pour permettre aux équipes sur le terrain de faire des terrassements en toute sécurité. Les citoyens dont les parents y sont enterrés y voient une manœuvre pour détruire les tombes de leurs proches. L'imam de la grande mosquée de Kipé met en garde et interpelle l'État. Mamadou Kalisso, Abdoulaye Kamara pour plus de détails. Le cimetière est un lieu sacré. Les corps qui y reposent méritent respect et considération. En cas de nécessité absolue, les corps peuvent être déplacés en toute sécurité. Mais aucune profanation n'est tolérée. C'est Dieu même qui a dit dans le Coran, tout ce qui est dit là-bas, ça c'est un décret divin. Il a dit Walaqad karramna bani Adam. Dieu a dit moi-même Dieu qui a respecté l'homme. C'est pourquoi le prophète même nous a dit ça. Le moment, la façon dont tu respectes quelqu'un qui a en vie, c'est la même façon que tu dois le respecter quand il est décédé, quand il est dans son tombe. C'est pourquoi c'est interdit, même si tu vas dans le cimetière, de ne pas t'arrêter sur une tombe. Parce que quand tu t'arrêtes sur une tombe, c'est comme si tu as arrêté quelqu'un quand il était en vie. Ça veut dire que tu dois lui respecter, tu dois lui donner le respect comme s'il était en vie. Au cimetière de Bambeto, une centaine de victimes des manifestations sociales et politiques y reposent. Les proches de ces victimes parlent d'une manœuvre du pouvoir en place d'effacer leur mémoire. Imam Ali s'interroge et prévient. Quand quelqu'un est décédé, ça ne peut pas gâter les travaux de quelqu'un. On vient, on fait l'enterrement et on quitte. Mais on ne sait pas pourquoi. Pourquoi il a dit de fermer? Si c'est à cause des travaux, Dieu lui il sait. Parce que Dieu, il connaît tout. Il sait tout. Il peut tout. On ne peut pas se cacher à Dieu. On ne peut jamais se cacher à Dieu. Et quel que soit le titre que tu as, un jour, Dieu va te rappeler. Et tu vas expliquer pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça. Dans une interview accordée à nos confrères de FIM FM, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire parle d'une fermeture temporaire d'1 ou de 2 semaines. Il rassure qu'aucun cimetière ne sera démoli. Puisqu'on parle de ces cimetières, on reste dans le même cadre. Le ministère de la Ville avait ordonné la fermeture des cimetières de Bambeto et Cap-au-Rail qui seraient sur une zone foncière de l'État. Ibrahim Aminata Diallo et Mamadou Sambasso, des jeunes qui défendent les droits des citoyens de cette zone, estiment que le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire devrait revoir sa décision. Suivez le reportage de Fatoumata Bintabari et Yacouba Traoré. Ces cimetières sont sur une zone foncière de l'État. Cette zone est donc prévue pour être utilisée à des fins de construction, indique le ministre de l'Aménagement de la Ville dans le courrier adressé au secrétariat des affaires religieuses. Le président des jeunes leaders de l'axe de la démocratie et du développement ne contexte pas, seulement il se pose des questions. Juridiquement, la terre appartient à l'État, on le sait, mais la fermeture de ces cimetières, quelle était derrière l'idée de la fermeture de ces cimetières? Est-ce que les cimetières seront démolis après? Mamadou Sambasso porte la voix du collectif des victimes de Cap-au-Rail. Il garde encore la douleur des déguerpissements subis et cette décision du ministre vient remuer le couteau dans une plaie qui a du mal à se cicatriser. C'est pourquoi il n'hésite pas à prévenir l'État. Si quelqu'un, après avoir détruit vos biens, détruit les écoles, les lieux de culte, s'en prend après aux corps qui sont couchés dans les cimetières, je pense que ça, c'est la limite qu'il ne faut pas franchir. Et c'est le bon moment de dire à M. Kourouma et à tous les membres du gouvernement de se ressaisir. Il y a assez d'espace dans Conakry qu'ils peuvent utiliser ou dans les environs, mais qui laissent nos parents dormir en paix. Ils ne sont pas prêts à laisser souiller l'honneur de leurs défunts parents. Pour éviter cette démolition, ces jeunes entendent saisir des institutions nationales et internationales pour faire fléchir le département. Nous comptons avec d'autres acteurs de la société civile, des jeunes de ces quartiers-là, aller à la rencontre
de certaines autorités, mais aussi du système des Nations Unies à travers le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, les ambassades occidentales, la délégation de l'Union européenne, pour alerter ces gens-là. Ibrahima Aminata Diallo ne veut pas non plus engager des hostilités, c'est pourquoi il propose à l'État ceci. Le seul cimetière national, c'est le cimetière de Cameroun. Alors ici, c'est une zone de l'État. Je pense que c'est une occasion d'avoir un autre cimetière public qui appartient, disons, à toute la Guinée. Pour le moment, les jeunes rencontrés préfèrent ouvrir un couloir de dialogue avec le ministère de la Ville et de l'Aménagement. Et pour apporter un éclairage aux dernières nouvelles, le ministre Ibrahima Kourouma a indiqué que les 2 cimetières ne seront pas fermés. La Guinée multiplie ses actions de lutte contre le coronavirus dans le pays. Ce dimanche, elle a enregistré l'arrivée de son 4e type de vaccin contre le Covid-19. Il s'agit de 300 000 doses de vaccin Sinovac achetées par le gouvernement guinéen à près de 3 millions de dollars américains. Ce nouvel arrivage complète à 704 000 doses disponibles en Guinée. Ali Badra Kamara et Alouba étaient de la partie. Suivez leur compte rendu. Face à la recrudescence de la Covid-19, la Guinée ne baisse pas les bras. Ce week-end encore, les autorités sanitaires ont réceptionné le lot du 4e type de vaccin à usage en Guinée. Après le Sinopharm, le Sputnik V, AstraZeneca, ce sont 30 000 doses de Sinovac en provenance de la Chine qui arrivent. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, 150 000 doses sont prévues pour les opérations de vaccination à l'intérieur du pays. L'idée est de toucher 5 millions de Guinéens. Nous avons une équipe à l'intérieur du pays qui est en train de faire la planification pour la vaccination dans toutes les préfectures de la Guinée. Et c'est 300 000 doses, il y a 150 000 qui vont être envoyées à l'intérieur du pays. Il y a déjà de l'AstraZeneca que nous avons. Nous avons prévu 160 000 doses aussi, ce qui fait 310 000 doses qui seront envoyées à l'intérieur du pays pour la vaccination dès la semaine prochaine. Comme annoncé par les autorités religieuses, la vaccination se trouve autorisée en ce mois de pénitence, à la seule condition que le vaccin ne contienne pas d'éléments nutritifs, une thèse qui est soutenue par l'ANSS. Non, dans les conditions de prise en charge de ces vaccins, le jeûne n'est pas contre-indiqué. Prenez le vaccin le matin, comme la vaccination se fait le matin, prenez-le et observez le jeûne. Et chacun est libre de juger s'il va observer son jeûne ou pas. Ça, c'est personnel. Au total, le pays totalise 704 000 doses de 4 types. Depuis le début des opérations, 100 000 personnes ont déjà reçu les premières doses et 29 768 personnes les 2 doses. Nous lançons un appel à toute la population guinéenne, surtout celles à risque, les personnes âgées, les personnels de santé qu'on a déjà fini de vacciner dans la ville de Conakry et toute personne qui a 18 ans et plus, de bien vouloir se faire vacciner. Le vaccin il est sûr, il est efficace. Donc nous avons confiance en ces vaccins, prenons-les pour gagner la lutte contre la Covid-19. Sur 782 personnes testées à la date du 19 avril, 73 ont été confirmées positives pour un cumul de 749 cas hospitalisés avec 138 décès. Le ramadan se déroule dans un contexte particulier dans la famille des détenus politiques. Ils ont l'habitude de faire la rupture entourée dès leur 1 mois de communion rendu difficile grâce à l'incarcération de leur époux à la maison centrale. La tristesse, le vide et le désespoir peuvent bien se lire sur leur visage. Notre équipe de reportage s'est rendue dans certaines familles, images et témoignages avec Antoinette Dédé Onivogui et Amara Alexila. Ils sont une dizaine, Chérif Ba, Selou Baldé, Fonike Mengue, Ousmane Gawal et tant d'autres. Des pères de famille, des politiques détenus à la maison centrale depuis plus de 7 mois. Pendant le ramadan, leur épouse tire le diable par la queue. Pour nous en rendre compte, notre tour a commencé dans la famille de Oumar Silla Fonike Mengue. Ici, Madame Silla est partagée entre la cuisine et la maison centrale. Je vais en ville, je travaille, après je vais au marché, je reviens, je cuisine.
Et malgré le fait que je sois un jeune, je suis obligée de retourner en ville encore pour apporter à manger. Une vie difficile, ponctuée par une attente interminable et des inquiétudes quand on sait que certains détenus sont malades. C'est le cas de Cherif Ba, vice-président de l'UFDG. Mais j'avoue aujourd'hui que la situation se complique de jour en jour et que ça ne va pas du tout pour lui. Il n'est même pas arrivé à faire le jeûne. C'est la première fois depuis qu'on est marié qu'il n'a pas pu faire le jeûne. Comme le recommande le mois de Ramadan, nous sommes à l'heure de la rupture. Toute la famille se rassemble pour rompre le jeûne, un moment convivial, mais qui rappelle à certaines familles une absence de trop. Donc franchement, vous voyez les enfants, seul Dieu sait combien de fois on est en train de mettre les deux bouts pour vraiment arriver à tenir les enfants pour qu'ils essayent vraiment de ne pas ressentir l'absence de leur papa en fait. Ayant séjourné à la maison centrale, un des proches des détenus propose ceci. Les leaders comme ça, on peut les mettre en surveillance et résidence surveillée. Les leaders eux-mêmes qui se sont partis se rendre à la DPJ, partir se rendre. La personne ne va pas fuir. Pourquoi ne pas les mettre à la résidence surveillée? Pourquoi ne pas favoriser ces gens-là sortir gêner chez eux? Donc l'État doit voir ça. Des policiers seulement devant la porte de Fourniquet ici, Fourniquet peut gêner ici facilement. S'ils ne veulent pas lui libérer, ils peuvent lui mettre alors sous résidence surveillée. Il vient gêner ses illusions. Mais des policiers devant sa porte ici. Ils ne sortent pas, mais ils viennent ici en toute liberté. C'est mieux que les conditions de la maison centrale. Ce cas des détenus préoccupe aussi des bonnes volontés. Pour l'ambassadeur de la paix, il pense que si le président doit agir, c'est maintenant ou jamais. À mon avis, en tant que l'homme de la paix, ce que nous pouvons demander aux autorités, c'est de penser à tous les Guinéens, à tous ceux qui sont prévus aujourd'hui de liberté, qui sont en dehors de leur famille, c'est de penser à eux. Car aujourd'hui, Guinéen a besoin de se pardonner. Guinéen a besoin de cet grand pardon. Ces cris de cœur vont-ils être entendus pour l'heure? Difficile de répondre à cette question. L'Institut supérieur de technologie de Mamou est actuellement l'un des plus convoités de la Guinée en termes de centre d'enseignement technique et de formation professionnelle. Mais certains étudiants de ce temple du savoir étudient dans des conditions assez précaires. Après les cours, plusieurs d'entre eux se tournent aujourd'hui vers le métier de taxi-moto afin de pouvoir joindre les deux bouts. Reportage donc signé Kerno Amadou Bari et Alpha Mamoudou Bari. Une activité génératrice de revenus considérée comme un abri sûr pour de nombreux étudiants de l'Institut supérieur de technologie de Mamou venus de différentes villes du pays. À Mamou, la vie est très chère, témoignent beaucoup d'étudiants rencontrés. Des besoins primaires aux frais d'études, pour la plupart, ils s'engagent pour réduire les dépenses familiales et donc alléger la charge des parents. J'ai une petite sœur qui étudie en Sierra Leone. Elle demande l'argent à mon papa chaque fois. Moi, je suis à l'université, je demande l'argent à mon papa chaque fois. Donc, j'ai dit qu'il faut que je vais chercher quelque chose pour que je me débarrasse de ne plus demander à mon papa. Donc, j'ai pensé maintenant, j'ai dit que est-ce que je ne vais pas faire taxi, parce que j'ai la maîtrise avec la moto, je préfère faire taxi après des cours. Parce que souvent, si on part à l'école, on quittait à l'école à 14h. Donc, j'avais un peu de temps pour faire taxi, pour chercher un peu d'argent. Je suis venu ici, tous mes parents sont au village. Difficilement que je gagne l'aide extérieure, raison pour laquelle je jugeais nécessaire de chercher une moto, faire le taxi en attendant, afin de trouver quelque chose pour satisfaire mes besoins au moins primaires. Et là, les revenus sont autour de 30 000 francs guinéens comme recette et les frais d'alimentation, sans oublier le prix du loyer. Une activité qu'ils ne font pas sans une certaine gêne auprès de leurs camarades de classe, mais la réalité du terrain oblige, parce qu'avant tout, il faut bien survivre. Mais le fait qu'on ne peut pas trouver autre chose comme aide extérieure, l'argent, quelqu'un qui va me soutenir, difficilement qu'on peut avoir honte des salaires. Se faire de l'argent avec cette activité, car il n'y a aucune autre source de revenus possible pour les étudiants dans cette ville, à en croire ce jeune venu de Guékédou. Il n'y a pas autre activité à Mamou ici si ce n'est pas taxi pour les étudiants. Même pour réviser des enfants ici, difficilement d'avoir quelqu'un qui a la volonté de le faire. C'est pour cela que les étudiants souffrent beaucoup. Et si vous voyez même, dans le taxi, là, il y a plein d'étudiants qui sont dedans. Plein d'étudiants sont dans le taxi. Parce qu'il n'y a pas d'autre activité où tu peux gagner 1 franc par jour si ce n'est pas taxi.
Une réalité assez difficile pour ces jeunes car obligés d'allier le temps des études à celui de la course à la survie au quotidien. Direction la Guinée profonde. Les habitants de la ville de Kérouané en Haute-Guinée continuent de prendre leur mal en patience, contrairement aux autres préfectures du pays. Cette ville située à plus de 700 km de Conakry a pour l'heure connu aucune couche de bitume. Les citoyens de la localité se demandent pourquoi les travaux de bitumage des voiries de Kérouané tardent à arriver. Ils invitent l'État à leur venir en aide face à cette situation qui devient intenable. André Moussi Milimono et Kerno Sadouba de retour de Kérouané. Suivez leur reportage. La question du bitumage des voiries de la ville de Kérouané demeure une préoccupation majeure pour sa population. Cette ville à vue d'œil se démarque des autres par le manque de la moindre couche de bitume sur ses voiries. Selon ses citoyens, depuis 2008, les travaux de bitumage de la ville ont été lancés avant d'être abandonnés sans aucune explication. Kérouané est la seule ville en République de Guinée qui ne connaisse pas un mètre de bitumage dans sa voirie. Comme toutes les préfectures, nous avons aussi sollicité auprès du gouvernement le bitumage de la voirie de Kérouané. La promesse nous a été donnée. C'est ainsi que le 8 octobre 2008, on est venu faire le lancement ici. Rapidement, les citoyens ont cherché à savoir les causes de l'arrêt des travaux de bitumage en vain. Le seul argument, l'entreprise contractante aurait dit que le blocage se situe au niveau du gouvernement. Ce pont également en phase de construction sur le fleuve Milo dans la même ville tarde à être finalisé, pourtant débuté depuis 2010. Les travaux ont débuté depuis 2010, les gens tournent ici. Les populations commençaient à perdre l'espoir. Mais depuis que le président a passé ici en janvier 2015, l'assurance a été donnée que le pont sera fait et maintenant il est en train de se faire. Le chef du chantier présent sur le site n'a pas voulu se prêter à nos questions. L'ancien maire de la ville, même s'il ne désespère pas, El Hadj Koumé Touré estime que le bitumage de cette ville n'a que trop duré. Pour lui, il est temps de changer le visage de cette ville historique. La construction de la voirie de Kérouané tarde et continue à tarder. Et ce qui fait que nous sommes au dernier plan. Pour l'heure, cette population continue de prendre son mal en patience, le temps que le projet de bitume renaisse de ses cendres. Le développement passe par la route. Alors que le congrès électif de la Fédération guinéenne de football approche à grands pas, une correspondance de la FIFA a adressée samedi au secrétariat général de la FIGFoot défraie la chronique dans la cité. Dans cette correspondance, la FIFA met la commission électorale ici en Guinée devant ses responsabilités et à se prononcer sur la candidature du président sortant Antonio Souaré. Cette correspondance est diversement d'ailleurs interprétée ici dans la cité. Plus d'explications avec Moustapha Touré et Mamadou Boïba. La sentence ferme la porte de la présidence de la FEGIFOOT à Antonio Souaré. Selon le président de l'ASK qui cite l'article 33 des statuts de l'instance dirigeante du football guinéen, il indique que c'est lui-même qui a alerté la FIFA. J'ai réagi en saisissant pour envoyer l'alerte, dire qu'attention, ce monsieur est sanctionné, est sous le coup d'une sanction de violation du code d'éthique de la FIFA. Il va falloir que vous les expliquiez que le monsieur ne peut pas être candidat à la Fédération guinéenne de football. La lettre qui est venue, ils ont évoqué exactement pourquoi il ne peut pas être candidat. Maintenant, ils ont demandé que la commission électorale tienne compte de ces observations. Les proches de Mamadou Antonio Souaré estiment qu'il est éligible. Pour eux, la FIFA n'a nulle part demandé à la commission d'invalider la candidature du président sortant. La candidature de Souaré à la CAF ayant été retenue, ses soutiens pensent qu'il est inadmissible qu'il soit recalé en Guinée. Mais que dit l'article 33 des statuts de la Fédération guinéenne de football?
Les membres du bureau exécutif doivent ne pas avoir été jugés coupables de violations du code d'éthique de la FIFA, de la CAF, de la Fédération guinéenne de football dans les 5 années précédant la candidature. Aux dernières nouvelles, la commission d'éthique de la FEGIFOOT s'est rangée derrière la décision de la Fédération internationale de football. Le président de la commission demande à son homologue de la commission électorale de considérer comme nul et nul effet les résultats de l'enquête d'habileté menée sur les candidats par la dite commission. Toujours on parle de sport dans cette édition d'information qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Le Sili handball féminin prépare activement ses messes continentales. L'équipe dirigée par Jean-Louis Leblanc vient de boucler son stage au compte du mois d'avril. Encadreurs et athlètes se disent satisfaits du déroulement du stage. C'est un reportage de Mamadou Salouba, Mamadou Bouiba et Aboubakar Din Kamara. 4e du genre, ce stage a mobilisé 16 professionnels et 5 joueuses évoluant sur le plan local. Le sélectionneur a travaillé sur plusieurs aspects avec le groupe. Donc tout ce que nous voulions aborder, nous l'avons fait. Nous avons vu des choses intéressantes, des choses à corriger et à améliorer. Ce que l'on fera dans la dernière phase de la préparation, juste avant la compétition. Nous allons analyser cette semaine pour évoquer la façon de faire pour ou s'améliorer ou peut-être changer un certain nombre de stratégies. Régulièrement qualifiée pour les compétitions africaines, la Guinée ambitionne de franchir un palier cette année. Pour y arriver, il faut atteindre les demi-finales de la CAN. Une mission que le sélectionneur compte accomplir avec le concours des joueuses évoluant en Guinée. Nous, notre objectif sportif, c'est d'atteindre donc la qualification pour le championnat du monde, mais en même temps, nous voulons participer au développement du handball en Guinée. Donc ça se fera aussi par la participation des joueuses avec un rôle, pas simplement les amener pour qu'elles regardent les matchs. Hein. C'est pas du tout ça, c'est avec un rôle dans l'équipe pour les joueuses qui sont les locales. Comme lors des précédents stages, c'est une ambiance bon enfant qui règne au sein du groupe. L'équipe est prête pour la compétition, selon la capitaine. L'ambiance elle est très bonne, avec un mélange entre les locales et les joueuses qui viennent de France. L'ambiance est très bien, on travaille bien, c'est un groupe qui travaille bien ensemble. Donc voilà, on a juste hâte de confirmer sur le terrain. Par rapport au dernier stage qu'on a fait, il y a pas mal de petits défauts sur la défense, sur l'attaque qu'on a peaufiné, des relations à jouer ensemble. Donc on est content de ce stage. La CAN handball dames a lieu au Cameroun au mois de juin. La Guinée est logée dans le groupe A en compagnie du Sénégal, de la Tunisie et du Madagascar. Dans la rubrique Notre angle de ce lundi, vous le savez, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a récalé cette année plus de 20 000 dossiers de candidature déposés pour les examens nationaux. Session 2021 à Mamou, c'est une soixantaine de faux diplômes qui ont été détectés par l'inspection régionale de l'éducation. L'essentiel de ces concernés, des dossiers présentés par certaines écoles privées de la région. L'inspecteur de l'éducation Osloton annonce des sanctions contre les coupables. C'est un grand format de signé Alpha Mamoudou Bari. Ces dernières années, la région de Mamou occupe le bas de l'échelle dans les examens nationaux. Une situation aussi gênante que honteuse à laquelle les acteurs du système éducatif régional tentent depuis 2 ans de situer les responsabilités. Si certains observateurs évoquent le manque de conscience des apprenants, face à eux des formateurs mal formés sous la bénédiction des parents qui ont eux démissionné depuis belle lurette, le premier responsable de l'éducation dans la région croit que le vrai problème est lié à la fraude à grande échelle qui caractérise les examens à Mamou. L'État est en train de dépenser pour organiser les examens nationaux. De l'autre côté, on est en train d'organiser le commerce en vendant les faux diplômes. Si celui qui a le vrai diplôme se retrouve sur le même banc
ou dans la même salle au baccalauréat avec celui qui a le faux diplôme, les examens n'ont plus leur valeur. Il y a des admissions à crédit. Tout ça avec la complicité de certains chefs d'établissement. Un élève n'a pas eu le brevet, on le reçoit en attendant en 11e année. Quand le temps de brevet arrive, il revient faire le brevet. Toute une succession d'anomalies qui a donc poussé l'inspecteur régional de l'éducation à imposer à ses cadres une certaine rigueur dans le traitement des dossiers des candidats. Cette opération a permis de recaler une 60aine de candidatures dans toute la région. Concernant le baccalauréat, parce que nous n'avons pas fini tout à fait avec le brevet, nous avons éliminé ou empêché 68 candidats illicites d'avoir leur nom sur la liste des candidats au baccalauréat. Les 68 candidats illicites là se repartissent entre 3 catégories d'élèves. La première catégorie la plus marquante, ce sont ces élèves qui n'ont pas eu le BEPC, qui ont acheté les faux diplômes du BEPC par la complicité de certains chefs d'établissement, notamment des privés. Ils ont été installés en 11e, ils sont venus en 12e, et maintenant, on veut leur faire passer le baccalauréat avec ce faux diplôme. Il y a aussi, à part les faux diplômes de BEPC, il y a des redoublants. Des gens qui ont redoublé la 12e année par le trichement du chef d'établissement. On inscrit leur nom sur la liste des candidats. Dans cette magouille, les écoles privées occupent le premier rang. Kerfala Mansaré explique les méthodes utilisées par certains chefs d'établissement d'enseignement privé dans la falsification des faux diplômes. Admettons, Ibrahima Diakité est admis à Conakry. Il y a un Ibrahima Diakité qui est à Mamou qui a échoué. Il prend le PV de Ibrahima Diakité de Conakry. Vous comprenez? C'est ce qu'on falsifie. Maintenant, à l'intérieur, là où on leur prend, ils changent la filiation. Il enlève la filiation d'Ibrahima Diakité de Conakry pour mettre sa propre filiation. Maintenant, quand ça arrive, c'est bien la signature de la DEV de Conakry, Mme Léontine. Mais quand nous ouvrons l'ordinateur, nous voyons le PV, le rang, rien n'est changé. Mais arrivé au niveau de l'affiliation, il y a contradiction. Et voici la classification par DPE et par établissement des écoles qui ont pris le flambeau de la fausseté lors des examens nationaux. Parmi les 62, les 25 reviennent à la charge du groupe scolaire AFIA. Les 19 à la charge du groupe scolaire Excellence Fouta. Après Excellence Fouta, vous avez malheureusement Bambino, qui est une école religieuse. Bambino vient en 3e position. Le public, il y a le lycée Cabral, mais après les investigations, on ne peut pas sanctionner ce proviseur parce qu'il a reçu des documents de transfert dûment signés par l'autorité qui n'a pas prêté attention. C'est pourquoi il y a la faute, mais si on doit sanctionner, ce n'est pas au niveau du proviseur. Il y a aussi le proviseur
Elhaj Boubacar Doucouré, qui n'en est pour rien aussi. Mais le proviseur du groupe scolaire Bambino Emmaüs, classé 3e dans ce qui convient d'être appelé combine des écoles privées, n'est pas d'accord. Je n'ai pas encore reçu un faux diplôme. Au contraire, on est en train de contrôler par exemple des élèves qui ne sont pas admis de l'autre côté et qui passent de l'autre côté. Donc c'est dans le cadre-là et on envoie les dossiers pour voir si effectivement il avait eu la moyenne. Mais pour le cas de faux diplôme, mon école n'a jamais encore reçu un faux diplôme. Ces chefs d'établissement recevront des avertissements. En cas de récidive, les autorités éducatives n'auront pas d'autre choix que de fermer les écoles concernées, menace l'inspecteur régional de l'éducation de Mamou. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À la régie, Aboubacar Fauté, Souma était avec nous. On n'oublie pas également Lamine Sidibé, Nala et Sidibé. À la réalisation, on avait notre ami de la forêt qui nous accompagnait ce soir. Portez-vous bien, où que vous soyez, restez avec Espace TV. Le meilleur reste à venir. Au revoir.